Bonsoir à tous. Je m'appelle Jean-Charles Pestel, je travaille à Champassac. Ce dont je vais vous parler ce soir n'a pas grand-chose à voir avec Champassac. Et tout simplement, il s'avère que dans les 10 ans précédents, avant de commencer à travailler ici au Laos, j'étais chef de l'observation urbaine dans un centre de recherche et le centre d'études sur les réseaux, les transports et l'urbanisme, qui est le grand centre de recherche du ministère de l'équipement, de l'environnement en France. Et donc à ce titre-là, mon travail, j'encadrais des chercheurs, des statisticiens, des géographes, pour mesurer les évolutions de la croissance urbaine dans tous les sens du terme, en termes de population, de transport, etc. Donc ce dont je vais vous parler ce soir, c'est un résumé très simple de ces observations. Et les études que j'ai faites ont pris la France comme terrain d'application, mais ont travaillé en lien avec les systèmes d'observation européens. Donc ça concernait les constats qu'on faisait étaient valables dans la plupart des pays. On a même mis en évidence un certain nombre de lois qui sont reconnues au niveau mondial, et ça pourrait s'appliquer aussi bien aux pays en voie de développement. Plutôt, je pourrais dire que ce qui se passe dans les pays en voie de développement, ce qui se passe au Laos, c'est ce qui s'est passé en Europe il y a 30 ou 40 ans. Et on peut, en observant ce qui se passe en Europe aujourd'hui, se dire qu'est-ce qui pourrait se passer au Laos si ça continue comme ça. Si ça continue comme ça, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'on assiste à une croissance continue des agglomérations. Les agglomérations grossissent et les agglomérations s'étendent. Alors, j'ai fait une conférence très simple. Il y a 4 diapos, un peu sous forme de quiz, pour savoir vrai, faux. Et puis on va partir de ces 4 diapos, puis il y a 4 illustrations pour illustrer ces 4 diapos. Alors, en matière de croissance urbaine, vous lisez parfois des articles dans la presse, il y en a dans le Monde, il y en a très spécialisés. Et alors, souvent on a l'impression que les articles disent tout et son contraire. Et c'est d'ailleurs assez vrai. Parce que les vérités ne sont pas tranchées, et des fois on a une vérité son contraire. Je vous montre la première, par exemple. Ne pas confondre. La population se concentre dans les villes, et la population des villes se déconcentre. Apparemment, ça a l'air contradictoire. En fait, ça ne l'est pas. Les deux propositions sont vraies. Alors, on va regarder. Je vous laisse le temps de bien les faire rentrer dans votre tête. Et puis, on va les regarder. Alors, quand je dis ça, vous voyez, c'est pas localisé. C'est valable. C'est un phénomène mondial en train de se produire. Donc, la population se concentre dans les villes au sens large, dans les agglomérations au sens large. Mais en même temps, la population des agglomérations se déconcentre. En tout cas, une petite carte, c'est bon? Alors à la fin de chaque diapo, vous m'interrompez, vous posez des questions, si vous n'êtes pas d'accord, si vous voulez, si je suis incomplet. Parce que ce dont je vous parle, c'est des phénomènes complexes qui sont intercorrélés avec plein de choses, et on va prendre quelques éléments, on va forcément les simplifier. Alors, un exemple sur ce qui se passe en France. Voilà. Vous voyez, les taches noires, les taches marron correspondent aux aires urbaines, les aires d'influence des villes autour des agglomérations. Le périmètre noir qu'on voit correspond au périmètre de ces aires urbaines. Et on assiste comme ça, l'INSEE faisait des recensements à peu près tous les 10 ans, et de façon continue, on assiste à une concentration croissante de la population autour de ces grandes métropoles, autour des agglomérations. Donc, plus la couleur est foncée, plus, en l'occurrence, là, on regarde des emplois, plus l'emploi se concentre, plus la couleur est bleue, plus le territoire se vide. Donc on a un phénomène comme ça de vidage des territoires éloignés au profit des grandes agglomérations qui captent tout. Alors, pourquoi est-ce que je vous montre la carte de l'emploi? Parce que finalement, jusque-là c'est parfaitement évident, le moteur de tout ça c'est l'économie. C'est parce que l'emploi, avec le développement économique dans tous les pays du monde, les pays se tertiarisent, on passe d'une économie agricole à une économie tertiaire. L'économie tertiaire est dans les agglomérations, donc l'emploi se va dans les agglomérations, donc la population va dans les agglomérations. Ça c'est, si on regarde de plus près, c'est plus complexe, mais on comprend bien le phénomène général qui est en train de se passer. Et
Alors, je vous disais, la population se concentre dans les villes, la population des villes se déconcentre. En fait, il se passe quoi? Pourquoi les deux phénomènes existent? Vous savez, une concentration en chimie, c'est un rapport, c'est un ratio, il y a un nominateur sur un dénominateur. Donc on peut voir des choses contradictoires selon la taille qu'on prend comme nominateur ou dénominateur. Par exemple, si je prends une région entière, dans une région entière, je vais voir, par exemple, ici il y a l'agglomération principale, et on va voir un phénomène de concentration, c'est-à-dire que la population des petites villes ou des petits villages stagne, voire baisse. En revanche, la population de l'aire urbaine augmente. Donc on a comme ça une espèce de transfert vers l'aire urbaine centrale. Donc là, ça correspond à la première phrase, la population se concentre dans les agglomérations. Et si on fait une mesure, un ratio de concentration, on verra le phénomène de concentration qui apparaît. Maintenant, si on zoome ici, je fais un zoom sur l'agglomération. Qu'est-ce que je vois? Je vois que cette agglomération elle-même, on peut la diviser en couronnes successives. Et je vois que la densité de population de la partie centrale baisse au profit des gens qui vont vers les banlieues et la périphérie. Donc si je fais une mesure sur le zoom, je vais mesurer une déconcentration, alors que si je fais une mesure sur la région, je vais mesurer une concentration. C'est pour ça que dans la presse, vous voyez des fois des titres contradictoires. En fait, c'est pas contradictoire, on a un phénomène d'attraction vers l'agglomération, et l'agglomération, elle, s'étend vers sa périphérie, la population se déconcentre en allant vers sa périphérie. Donc, si on mesure par exemple le nombre d'habitants à l'hectare au centre-ville, ben, on va voir par exemple que le nombre d'habitants à l'hectare stagne ou baisse, et en échange, il augmente dans les couronnes périphériques. Donc on a à la fois un phénomène de concentration et de déconcentration. Jusque-là, et ça on le trouve pratiquement partout. Vous m'interrompez, vous me posez des questions. Alors, donc les périphéries s'urbanisent. Les périphéries s'urbanisent, c'est pour ça qu'on a intitulé la conférence Banlieue sans bornes. On voit une croissance des périphéries qui s'allongent, qui se construisent. Et alors la question c'est pourquoi les périphéries s'urbanisent-elles? Quiz. Les périphéries des villes s'urbanisent. Première proposition, parce qu'elles accueillent l'exode rural. Deuxième proposition, parce que les emplois quittent le centre vers la périphérie. Troisième possibilité, parce que les habitants quittent le centre à la recherche de nature. Quatrième possibilité, parce que les habitants ils cherchent des logements moins chers. Allez, on fait passer le questionnaire. Dans votre tête, vous avez fait vos choix. Il peut y avoir plusieurs choix, il peut y avoir des réponses complètement bidons. Voilà. On va les prendre une par une. C'est bon? Les périphéries s'urbanisent parce qu'elles accueillent l'exode rural. Alors ça, c'est effectivement là pour du coup ce qui se passe au Laos. On a une croissance des villes qui se produit dans tous les pays en développement, qui est portée en grande partie par l'exode rural. Mais pourquoi est-ce qu'en Europe les périphéries s'urbanisent? L'exode rural, il y a longtemps qu'il est pratiquement fini. Enfin, encore un peu, mais enfin, quand on arrive à un niveau très très faible, les flux du rural vers l'urbain sont aujourd'hui extrêmement faibles. On a eu une grande période d'exode rural après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 50, jusqu'aux années 60, et dès les années 70, le flux d'exode rural a commencé à se tarir. Donc si les périphéries continuent de s'agrandir, c'est pas essentiellement à cause de l'exode rural. C'est là où vous voyez que c'est intéressant de comparer les pays modernes et les pays en développement. Parce que le premier réflexe, c'est de dire oui, c'est à cause de l'exode rural. Mais chez nous, l'exode rural est fini et pourtant ça continue. C'est pire que ça. L'expansion périurbaine n'a jamais été aussi forte. Elle s'accroît. L'expansion périurbaine est de plus en plus forte alors qu'il n'y a plus d'exode rural. Ça, c'est intéressant. Bon, donc la cause, c'est pas l'exode rural. En Europe, c'est pas l'exode rural. Deuxième possibilité, parce que les emplois quittent le centre vers la périphérie. Vrai, faux? Eh ben, un peu vrai, mais globalement, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt
plutôt les emplois vont vers vont dans l'agglomération, plutôt que les emplois qui sortent. Effectivement, encore une fois, c'est une question d'échelle. Si vous prenez l'agglomération avec ces différents anneaux périmétriques, vous allez voir qu'effectivement, il y a un peu moins d'emplois dans l'hypercentre et que les emplois dans les villes européennes vont vers la première couronne de banlieue, la deuxième couronne de banlieue, généralement là où il y a un périphérique, il y a plein de zones économiques qui viennent autour. Mais si vous allez plus loin, en périphérie, là vous allez trouver essentiellement de l'habitat, des lotissements de maisons individuelles, etc. Donc là, c'est pas essentiellement la déconcentration de l'emploi qui explique la croissance des périphéries. La croissance des périphéries se fait par l'habitat. Alors, l'arrivée de l'habitat génère après de l'emploi local. Hein. Quand on fait un lotissement de maison, quelques années après, un boulanger arrive, ça fait ce qu'on appelle de l'emploi, je ne sais plus le terme en économie, l'emploi non basique, c'est-à-dire l'emploi qui est généré par les résidentiels, les emplois résidentiels, je crois. Les emplois générés par l'économie résidentielle. C'est le fait qu'il y ait des résidents génère de l'emploi local. Mais c'est pas le gros du volume. Le gros du volume de l'emploi au niveau régional continue à se concentrer dans les agglomérations, pas dans l'hypercentre, parce que l'hypercentre c'est complètement protégé par les monuments historiques, il y a des zones piétonnes partout, etc. Donc il y a un type d'emploi qui va être plus touristique, ou quelques zones de bureaux près de la gare, mais c'est pas l'endroit le plus attractif en termes de quantité d'emploi, mais ça reste quand même dans la partie centrale. Dans la partie centrale et sa première couronne. La grande périphérie se développe essentiellement par l'habitat. Quand on regarde le mouvement dynamique, alors il y a des chercheurs qui s'amusent à mesurer l'éloignement de l'emploi et de l'habitat par rapport au centre, et ils mesurent cette dynamique dans le temps, année après année, et on voit qu'on a un effet comme ça, où l'accroissement périurbain est tiré par l'habitat. Une fois que l'habitat est arrivé le plus loin possible, ben effectivement, au bout d'un certain nombre d'années, il entraîne la création de quelques emplois. Et c'est l'habitat, essentiellement, qui tire la croissance périurbaine. Alors pourquoi est-ce que on a une croissance de l'habitat dans les périphéries? Première possibilité, parce que les habitants quittent le centre à la recherche de la nature. Alors ça, c'était une réponse qu'on trouvait dans les enquêtes. L'habitat qui se développe en périphérie, c'est essentiellement de la maison individuelle, avec des jardins, plus que des grands immeubles. Et alors, pratiquement tous les ans, Ipsos fait faire une enquête, satisfaction des gens sur leur motivation, leur mode de vie, pourquoi ils ont choisi d'habiter là, etc. Et le fait qu'il y a un certain nombre d'habitants, comme on le voit sur la photo, qui choisissaient de partir vers la périphérie, un certain nombre évoquaient la recherche de nature et la recherche de silence. À propos des enquêtes satisfaction de l'INSEE, la première nuisance qui est reprochée aux villes, c'est le bruit. Ça, c'est régulier. Toutes les enquêtes INSEE, année après année, font toujours arriver le bruit en tête des statistiques en termes de nuisance. Alors ça, vous voyez, en Asie, c'est pas encore arrivé. Mais ça pourra peut-être arriver un jour plus tard. Mais ceci dit, cette quête de nature, cette quête d'éloignement du bruit, etc., qui existe chez une partie de l'habitat, une partie des habitants, n'est plus le motif dominant. Le motif dominant, c'est le dernier. C'est parce que les prix en ville sont devenus inabordables. Et le moteur principal, c'est le prix. Et alors là, on le voit très bien parce qu'il suffit de faire un calcul économique. Quand on regarde la population qui achète des logements en périphérie aujourd'hui, donc on a les statistiques, on sait quel prix ils ont acheté le logement, quels sont leurs revenus et tout, 80% de ces gens, de toute façon, n'auraient pas pu acheter en ville. Leur niveau de revenu ne le permettait pas. Donc après, quand on fait une enquête auprès d'eux, on leur dit pourquoi vous habitez là, alors ils disent parce que j'aime la nature, j'aime le jardinage, ça. Oui, mais ils oublient la raison de base, c'est que de toute façon le choix pour eux ne se posait même pas. Leurs revenus font qu'ils ne peuvent pas, ils n'ont pas d'autre choix, c'est ou la périphérie ou rien du tout, ou bien on reste en HLM en attendant de pouvoir améliorer ces conditions. Donc ça c'est le moteur économique le plus logique. Alors pourquoi est-ce que vous devriez me poser la question, mais alors pourquoi les prix ont augmenté au centre? Pour la raison d'avant, qui est que l'économie se concentre au centre.
Il y a eu des variations dans l'histoire à ce sujet. Dans les années 50-60, il y avait pas mal de centres-villes qui étaient paupérisés, des quartiers anciens délabrés, qu'on rénovait à grands coups de bulldozer. Il faut savoir par exemple qu'en France, la politique de rénovation urbaine, après la guerre, a détruit plus d'immeubles que la guerre en avait détruit elle-même. Les urbanistes ont fait plus de mal que les militaires. Je me permets de le dire, je suis urbaniste, hein. Toi aussi. Mais, donc il y a eu des périodes de paupérisation des centres où les centres étaient rejetés par la population. Il y a encore quelques cas. Je pense par exemple à une ville comme Saint-Étienne en France, une ville qui a du mal à rénover son centre parce que le tissu urbain est tellement dense, peu ensoleillé, peu pratique que c'est assez difficile de mettre en place une offre résidentielle attractive dans la construction du centre. Mais petit à petit, ça se rénove. Mais le grand mouvement s'est inversé dans les années 80. Et le moteur principal, alors il s'est inversé dans les années 80, on dit que c'est à cause de la décentralisation, parce que les maires ont voulu revaloriser, une fois que les maires ont eu le pouvoir politique, ils ont voulu revaloriser leur ville, etc. Mais il y a une raison économique plus fondamentale, c'est que l'économie avait se tertiarisé de plus en plus et venait se concentrer dans les centres-villes. Et pour limiter les déplacements quotidiens, les emplois les plus qualifiés venaient s'installer dans les agglomérations, donc les gens qui occupaient ces emplois, qui avaient les meilleurs revenus, cherchaient à se loger dans les beaux quartiers, dans le centre de l'agglomération, et on fait monter les prix. C'est tout un phénomène qu'on trouve dans toute l'Europe, au Canada, en Amérique. On appelle ça la gentrification. La gentrification, c'est la reconquête des villes par les riches. Enfin, les riches, les classes supérieures aisées, qui étaient sorties dans les années 50, reviennent reprendre les quartiers, restaurer les immeubles d'habitat. Et alors cette gentrification, on dirait, ça veut dire quoi que les gens riches, ils ne cherchent pas la nature, ils ne cherchent pas la campagne? Non. C'est que maintenant, il faut bien voir le modèle social les populations suivent toujours le modèle social dominant. Donc le modèle social dominant dans les années 60, c'était effectivement les bourgeois qui sortaient, qui allaient construire dans les belles banlieues vertes en périphérie. Mais le modèle social dominant aujourd'hui, c'est plus ça. Le modèle social dominant aujourd'hui, c'est la double résidence. Donc les classes supérieures achètent l'appartement au centre-ville et ont la résidence secondaire à la campagne, à la montagne, etc., ou au bord de la mer. Donc ils peuvent à la fois bénéficier des avantages du centre, tout en ayant le week-end les avantages de la nature. Et donc on a eu ce mouvement de gentrification, de requalification des centres par les classes supérieures, a fait monter les prix vers le haut. Et faisant monter les prix vers le haut, il n'y a plus de... Ça marche plus le micro? J'entends plus rien. Ah, c'est bon. Faisant monter les prix vers le haut, automatiquement, ça exclut les autres. Donc si on a une majorité d'habitants qui va se loger en périphérie aujourd'hui, c'est parce que les places au centre sont trop chères et les prix ont monté. Et donc l'expansion périurbaine se fait comme ça, par rejet des classes modestes qui n'ont pas d'autre choix pour arriver à acheter quelque chose. Il y a une mesure alternative qui est très très simple. En France, vous pouvez aller tous les ans au salon de l'habitat. Là, vous avez tous les vendeurs. Vous avez des vendeurs de logements, vous avez des vendeurs de maisons, vous avez tous les types toutes les catégories. Et en gros, les vendeurs me disent toujours la clientèle idéale pour eux, qui va sortir de la ville pour aller chercher une maison en périphérie, c'est le couple avec un enfant, le deuxième en route. Ils disent, quand on va arriver au salon de l'habitat, monsieur et madame avec un enfant et madame avec le ballon, on est sûr qu'ils vont ressortir de là en achetant une maison en périphérie. Pour une raison très simple. C'est qu'à partir du deuxième enfant se pose le problème de l'achat de la deuxième chambre. Et alors, pour le prix en gros, en moyenne dans les agglomérations françaises, pour le prix d'un T3 en ville, vous avez un T4 en périphérie. Et la priorité des familles, c'est de se dire, il faudrait que chaque enfant ait une chambre. Donc est-ce qu'on reste coincé, on fait un T3, les gosses dorment dans la même chambre, on dort sur le canapé, ou bien est-ce qu'on part en périphérie acheter un logement plus grand? Le fait d'avoir, pour ceux qui ont le choix entre le centre et la périphérie, le fait pour le même prix d'avoir un appartement plus grand est le moteur principal de l'éloignement pour les familles avec les enfants. Ce qui fait qu'on se retrouve dans une évolution démographique où on a maintenant des centres-villes qui sont pris essentiellement par des célibataires, des vieux, des étudiants qui vivent dans des petits apparts, et puis les familles avec enfants qui ont tendance à aller occuper les périphéries. Donc les périphéries s'urbanisent parce que l'agglo est attractive et refoule ceux qui n'ont pas les moyens de vivre au centre vers l'extérieur.
Question? C'est bon. Alors, voilà la carte, dernière carte faite par l'INSEE, zonage de 2010. On voit l'évolution de ces fameuses zones urbaines. Alors, je vais vous faire quelques petits mots de vocabulaire. En rouge, ce que vous voyez en rouge, c'est ce qu'on appelle, au sens de l'INSEE, l'agglomération, ce qu'on appelle l'unité urbaine. L'agglomération, c'est la partie agglomérée, c'est-à-dire les immeubles qui se touchent ou qui sont serrés. La définition de l'INSEE, c'est que tous les immeubles qui sont espacés de moins de 200 mètres. Donc là, on a la partie agglomérée. Ça n'a rien à voir avec les limites communales, hein. C'est vraiment une représentation physique de l'espace. Et puis la grosse tache orange qui est autour, c'est ce qu'on appelle l'aire urbaine. Ça se définit, ce que j'appelle vulgairement la périphérie, ça se définit comme étant l'ensemble des communes dont au moins 40%, pourquoi 40? C'est parce que c'est une définition, ça aurait pu être 30 ou 50. Au moins 40% des populations actives vont travailler tous les matins dans la partie agglomérée ou en direction de la partie agglomérée. C'est ce que dans le jargon on appelle les pendulaires, ceux qui font tous les matins prennent leur bagnole pour aller bosser en agglomération. C'est ce qu'on appelait vulgairement les cités dortoirs, mais c'est plus vrai, c'est pas des cités dortoirs, parce que maintenant tout ça c'est des communes rurales, dedans il y a aussi des retraités, il y a aussi des associations, il y a aussi des emplois, c'est pas si dortoir que ça, mais c'est quand même caractérisé par le fait que la majorité, plus de 40% au moins 40% de la population active de ces communes en orange vont travailler tous les matins en direction de la partie agglomérée, la partie rouge. Donc ça prouve bien ce qu'on disait, c'est que la périphérie se fait par l'habitat, l'expansion périphérique se fait par l'habitat, et l'emploi, même si l'emploi se déconcentre, il reste quand même majoritairement concentré dans la partie rouge. Et alors ce que vous voyez, là j'ai fait un zoom sur la région lyonnaise par exemple, ce que vous voyez c'est que maintenant toutes ces périphéries elles se touchent. Entre la périphérie de Saint-Étienne ou la périphérie de Lyon, la périphérie de Vienne, à Venay ou Bourg-en-Bresse, c'est un peu comme si on était maintenant dans une méga conurbation. Autrefois, il y avait l'île Roubaix-Tourcoing, qui était le fameux exemple de conurbation, mais maintenant, des conurbations comme ça, on en a de plus en plus. Les périphéries s'étendent, à tel point qu'elles finissent par se toucher. Et la tache jaune claire, c'est ce qu'on appelle les communes multipolarisées, c'est-à-dire que les gens qui habitent au milieu, ils ont pratiquement autant de gens qui vont bosser dans cette direction que ceux qui vont bosser dans cette direction. Ils sont balancés. Question sur la carte de l'INSEE? Pardon? Ça c'est les pôles ruraux. Il en reste. Hein. Ouais, les violets, bleus, c'est c'est en lien avec les pôles ruraux. Je le connais pas bien. Il en reste un. Alors. On construit. On construit partout, et on construit dans les périphéries. Alors ça, c'est valable partout. Le nombre de mètres carrés bâtis par habitant augmente. En langage technique, ça s'appelle la dédensification des logements. Déjà, on n'hésite pas forcément d'accord. Parce que si vous entendez les habitants des villes, ils n'arrêtent pas de dire que les promoteurs font des logements de plus en plus petits. Ce qui est vrai. Les promoteurs font des logements de plus en plus petits. Pourtant, le nombre de mètres carrés par habitant augmente. Vous suivez? Oui. Ça a l'air paradoxal, mais ça l'est pas. Alors, le nombre de mètres carrés bâtis par habitant augmente. Pour quelle raison? Alors, quiz. À cause de la croissance des revenus, à cause des divorces, à cause du vieillissement. Vous pigez les raisons? Les trois raisons sont bonnes. Les trois raisons sont bonnes, on va essayer de les hiérarchiser. Alors, première question, à cause des revenus. Alors ça, c'est une sacrée question.
est-ce qu'il y a un lien entre... Avant de répondre à cette question, je prends une question plus générale. Est-ce qu'il y a un lien entre la croissance des constructions et la démographie? Ça a l'air évident. Encore cette semaine, j'étais à une réunion à Champasak. Le maire de Champasak dit il faut vraiment qu'on construise plus de logements parce que la population est en croissance. Sous-entendu, si la démographie augmente, il faut construire plus de logements. Ça paraît évident. Tous les urbanistes du monde, dans toutes les écoles du monde, apprennent ça. Or, pourtant, il n'y a aucun lien. Il n'y a aucun lien, parce que pour construire un logement, la construction de logement ne dépend pas de la démographie. La construction de logement dépend de la mise sur le marché d'une offre, encore faut-il que les propriétaires fonciers libèrent les terrains, et dépend de la solvabilité du ménage, encore faut-il que les gens soient solvables pour les acheter. Donc c'est fondamentalement un problème d'offre et de richesse. D'ailleurs, si vous prenez tous les pays du monde et vous regardez la démographie et les logements, vous voyez qu'il n'y a aucune corrélation entre eux. Si la population est en croissance, mais que la population est pauvre, ça ne fera pas des logements. Ça fera des gens qui s'entassent dans des bidonvilles, mais ça ne fera pas des logements en plus. Donc pour qu'il y ait du logement, il n'y a pas de nécessité d'avoir de la population en plus. Une offre locative qui oui. est faite, les gens qui maîtrisent le foncier et qui ont l'argent, mettent la surface habitable des locataires. Quand il y a de la solvabilité. Mais s'il n'y a pas de solvabilité, il faut qu'il y ait un minimum. Il faut qu'il y ait de la solvabilité. Et alors là, mais le premier réflexe, bien entendu, de tout urbaniste qui fait un plan, c'est de dire la population croît, donc on va prévoir des logements. Mais c'est plus complexe que ça, parce que ça va être une question de revenus, fondamentalement. Encore faut-il qu'il y ait de l'offre et que les gens soient capables de se payer les logements. Sinon. Et alors, là où vraiment l'exemple européen est intéressant, c'est que en France, en Europe, en Allemagne, en Italie, on voit l'inverse. C'est-à-dire on a une augmentation du nombre de logements, même là où la population n'augmente pas. Même là où la population baisse, le nombre de logements augmente. Ce qui prouve bien qu'il n'y a pas de lien avec la population. On va l'expliquer. Alors l'effet de la croissance des revenus, bien entendu, pour que les gens fassent des logements, achètent des logements ou des logements, il faut qu'il y ait du revenu. Ceci dit, c'est plus compliqué que ça encore. Parce que comme tu dis, s'il y a de la solvabilité, on va faire de l'offre, on va créer... Oui, mais le premier réflexe d'un bailleur qui possède un logement, si la population est solvable, c'est pas de créer de l'offre. Si la demande augmente, vous faites quoi? Vous augmentez les prix. Vous n'allez pas dire je vais augmenter l'offre parce qu'il y a de la demande. Non, vous allez dire je vais augmenter le prix de mon loyer. C'est un autre. Vous voyez ça. Alors ça je vous fais une petite parenthèse là-dessus parce que la plus grande transformation économique qui a eu lieu en France depuis l'après-guerre, c'était l'accès des femmes au marché du travail. Entre 45 et, je ne sais plus de 70 et quelques, les 3/4 des emplois créés étaient des emplois créés par les femmes. Or, ça, c'était bien parce que ça mettait du beurre dans les épinards. Dans un couple où il y avait un salaire, après, il y avait 2 salaires. Et ça a créé la demande de logement. Mais le premier réflexe des bailleurs et des propriétaires, c'était d'augmenter les prix. Ce qui fait qu'au final, on se retrouve dans une situation où les prix des logements sont extrêmement élevés et où le marché s'est réajusté sur les couples qui ont de revenus. C'est-à-dire que finalement, autrefois, du temps de la génération de mon père, dans la famille, il y avait un seul revenu, mais avec un seul revenu, on arrivait à acheter un logement, alors que maintenant, il faut être en couple, avoir 2 revenus pour acheter le même logement. Au final, celui qui reste célibataire, il s'est fait avoir. Vous voyez? Donc dans un premier temps, l'augmentation de solvabilité a mis du beurre dans les épinards, mais dans un deuxième temps, le marché s'est réajusté et a fait monter les prix. Alors bien entendu, ça c'est le réflexe à court terme du marché. À long terme, si la demande est structurelle, alors les promoteurs s'organisent, les collectivités s'organisent et mettent en place de la construction de logements. Mais la mise en place d'une réponse construction, ça prend plusieurs années. Alors que le premier réflexe du bailleur, c'est d'abord de faire monter les prix. Et donc on est dans une spirale comme ça où oui, on a une augmentation du confort des surfaces par habitant liée à la croissance des revenus, mais malheureusement, la croissance des revenus a été aussi en grande partie captée par la montée des prix. Autrement dit, la croissance
la croissance du confort n'est pas proportionnelle à la croissance des revenus. Une grosse partie de la croissance des revenus a été captée par les propriétaires qui louent, qui vendent. Donc la relation entre prix, démographie et confort est une relation complexe. Alors le nombre de mètres carrés bâtis augmente à cause des divorces. Ben oui, parce que les dames, d'abord, elles ont commencé à travailler, être indépendantes. Une fois qu'elles étaient indépendantes, qu'elles avaient du fric, elles demandaient le divorce. C'est souvent les femmes qui demandent le divorce. C'est connu dans les statistiques. Alors, oui, bien sûr. Bien sûr. Alors pourquoi les divorces font-ils augmenter les mètres carrés? Bah oui, parce que quand un couple divorce, il faut 2 maisons. S'il y a des enfants, il faut une chambre chez papa, une chambre chez maman. Enfin, tout ça, ça fait des mètres carrés en plus. Mais ce n'est pas l'explication principale. Alors je ne sais pas comment font les experts de l'INSEE, mais ils arrivent à attribuer des coefficients à chacune des réponses. Et ils disent que les divorces comptent pour 20% de l'explication. Donc la grosse explication, c'est la troisième. Le nombre de mètres carrés bâtis par habitant augmente à cause du vieillissement. Eh ouais, ça paraît bizarre. Parce que le premier facteur de création de logements en Europe, c'est pas les promoteurs, c'est pas les architectes, c'est pas les urbanistes, c'est la mort des vieux. Ah oui, ça c'est ça qui libère du logement. Or, si les vieux meurent moins vite, ça fait des bouchons, c'est comme sur l'autoroute, ça bouchonne. Les vieux meurent moins vite. Or, qu'est-ce qui se passe quand on regarde la démographie? En fait, dans les vieux, il y a souvent un couple, monsieur, madame, et monsieur meurt 10 ans avant madame, donc c'est madame qui reste toute seule dans le grand logement. Et pendant ce temps-là, ça fait un nombre de mètres carrés qui augmente par habitant, forcément, puisqu'elle est toute seule à occuper le logement. On va pas quand même lui dire, va-t'en, mais libère ton logement. Donc, quand on fait des statistiques nombre de mètres carrés par habitant, on voit que la statistique nombre de mètres carrés par habitant augmente. Mais en fait, la raison principale, c'est les vieilles dames qui restent toutes seules dans leur logement après que leurs maris sont morts. C'est ça, la grosse explication. Le vieillissement de la population est un facteur. Alors, il y a aussi le fait que la population vieillit, puis elle accumule du capital, puis on est capable d'acheter des logements de résidence secondaire, on dit aussi des classes supérieures, qui font que ça augmente ce qu'on appelle le coût. Alors tout ça, ça participe à la croissance des agglomérations, parce qu'il faut construire, alors même que ce n'est pas forcément corrélé avec la démographie. Le confort, en soi, amène à construire de plus en plus. Alors si je vois la carte de France, par exemple, sur la carte de gauche, vous avez la variation de la population. En rouge, orange, c'est la variation positive, en bleu, la variation négative. Et de l'autre côté, la variation du nombre de ménages. La variation du nombre de ménages, c'est presque pareil que la variation du nombre de résidences principales. Un ménage, c'est des gens qui vivent ensemble sous un toit. Célibataire, c'est un ménage, un couple, c'est un ménage, une famille d'enfants, c'est un ménage. On peut dire que c'est le nombre de résidences principales. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que même là, dans plein d'endroits où la croissance de population est négative, le Massif central en particulier, on perd des habitants. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on perd des ménages. Donc, on a même, dans certains endroits, une croissance du nombre de ménages, donc croissance du nombre de résidences principales, alors même qu'on perdait des habitants. Vous voyez bien qu'il y a une décorrélation entre les deux. En Asie, on n'en est pas là. En Asie, on a encore une population jeune, on n'est pas encore atteint par les effets du vieillissement. Et c'est intéressant de l'anticiper parce qu'un jour, ça viendra. Moi, je suis anglaise et ce phénomène de maison secondaire, les français, c'est pas dans tous les pays. Et là, c'est pas les résidences secondaires, là, c'est les résidences principales. Résidence principale. Ah oui, je pense que vous parlez aussi de ça compte dans les... Non, les ménages, c'est les résidences principales. Alors, les résidences secondaires en France, ça compte sur. Il y a à peu près 25 millions de logements en France et à peu près 2 à 3 millions de résidences secondaires. Donc, alors, toute proportion gardée, notamment je disais que les prix avaient considérablement évolué, mais par rapport à l'Angleterre, la France reste un pays bon marché. C'est proportion. Donc
Donc les résidences secondaires en Angleterre doivent être réservées aux très très riches sans doute, alors qu'en France, les classes supérieures, même moyennes supérieures, arrivent encore à s'offrir des résidences secondaires. Et alors, le phénomène des résidences secondaires, donc je vous disais, c'est à peu près 10% du volume de construction, il va en croissant, et il est très corrélé avec l'urbanisation des grandes agglomérations. C'est-à-dire là où il y a la plus forte proportion de population en résidence secondaire, c'est la région parisienne. Dans les classes supérieures, à partir d'un certain niveau de revenus, on trouve des taux de résidence secondaire très importants dans la population. Alors c'est aussi lié au fait que la région parisienne, il y a énormément de migrants. Il y a beaucoup de gens qui sont venus là travailler, mais ce n'est pas leur région d'origine, qu'ils ont gardé une maison familiale quelque part ailleurs. Mais plus on est dans des grosses agglomérations, plus la population a un taux important de résidence secondaire. Il y a aussi les logements vides, les logements vacants, c'est à peu près la même quantité, 2 millions. Les endroits où il y a des logements que personne ne veut aller, c'est aussi. C'est bon? Question? Ah, Marie n'est pas d'accord. Allez, dernier point. Les conséquences de cette croissance urbaine, croissance des périphéries, une conséquence visible tous les jours, c'est que vous êtes envahi par les bouchons. Plus la ville grossit, plus on circule dedans. Alors le phénomène des bouchons, je termine là-dessus parce que c'est la chose la plus complexe et la plus contradictoire. Donc les agglomérations grossissent, donc elles sont de plus en plus encombrées. Ça, dit comme ça, c'est simple, tout le monde comprend. Pourquoi y a-t-il de plus en plus de bouchons? Alors ça, c'est déjà en train d'arriver à Ventia. Tous les ans, vous pouvez mesurer d'une année sur l'autre, on voit le nombre de véhicules qui augmente. Alors première réponse, parce que le nombre d'automobilistes augmente. Deuxième réponse, parce que les rues sont trop étroites. Troisième réponse, parce que la vitesse de circulation ralentit. Alors, peut-être qu'il y en a d'autres, hein. J'ai sorti ces trois-là de mon chapeau, vous pouvez me suggérer d'autres réponses possibles. Parce que le principal effet pervers de toute cette croissance des agglomérations, c'est l'encombrement. Encombrement égale nuisance, trafic, perte de temps dans les bouchons, pollution. Le principal effet pervers de tout ça. Alors, parce que le nombre d'automobilistes augmente. Alors ça, c'est ce qui se passe en Étienne, c'est ce qui se passe en Asie. Le nombre d'immatriculations augmente, le nombre de voitures augmente, le nombre d'automobilistes augmente. Donc pendant très longtemps, les scientifiques ne sont pas allés chercher plus loin, ils ont dit les bouchons augmentent parce que les voitures augmentent. Mais là encore, prendre l'Europe dans notre vieux pays, on se rend compte que les bouchons continuent d'augmenter même quand les automobilistes n'augmentent plus. Alors là, on a atteint des situations où, dans certaines régions d'Europe, les ventes de voitures stagnent, le nombre d'automobilistes est pratiquement stable, parce que vous avez des nouveaux qui arrivent, mais en même temps, on a la génération des premiers automobilistes qui ont 80 ans qui arrêtent de conduire. Grosso modo, le nombre d'automobilistes n'augmente plus, le nombre de bagnoles n'augmente plus. D'ailleurs, demandez aux vendeurs de voitures français, ils ont demandé aux groupes européens qui vendent des voitures à quel point c'est difficile de vendre des voitures. Donc, ils n'augmentent plus ou presque plus, alors que les bouchons continuent à augmenter, à s'allonger de plus en plus. Donc c'est comme l'histoire de la démographie de la construction, on pense qu'il y a une corrélation, alors qu'en fait, on se rend compte qu'il n'y en a plus. Et on a même des endroits où le nombre d'automobilistes décroît, alors que le nombre de alors que les bouchons augmentent. Là, ça devient intéressant. Là, alors les scientifiques se sont intéressés, dans le ministère où je travaillais, se sont intéressés à cette question-là à partir du moment où on a constaté ce phénomène. C'est-à-dire à partir des années 80. On va l'expliquer. Deuxième réflexe, il y a trop de bouchons parce que les rues sont trop étroites. Tous les ingénieurs des ponts raisonnent comme ça. La rue est bouchée, on va l'élargir. Résultat, si on élargit la rue, ça va mieux pendant 1 an ou 2, et puis 4-5 ans plus tard, ou 10 ans plus tard, elle est encore plus bouchée qu'avant. Et plus on élargit les rues, plus elle se bouche. Et ça, c'est vérifié. Ouais. Alors, ça y est, en Europe, c'est fini, on n'élargit plus les rues. Entre l'après-guerre jusqu'aux années 90, tous nos amis ingénieurs des ponts élargissaient les rues. Maintenant, depuis 90, ils réduisent toutes les rues. Et ils font exactement l'inverse. Si vous voulez réduire les bouchons, il faut rétrécir les rues. Parce que si vous rétrécissez les rues... En fait,
La taille de la rue est un appel à voiture. Plus la rue est large, plus l'avenue s'élargit, plus ça fait appel d'air. Plus on dit « Ah, et la grande avenue, je prends la grande avenue ». Plus tout le monde s'engouffre dedans. Alors que plus la rue est étroite, plus les gens la fuient en disant « Oh là, je vais pas prendre cette rue, elle est trop étroite ». Il y a un deuxième phénomène, c'est que plus la rue est large, plus les gens accélèrent. Parce que vous avez une grande visibilité, vous avez tendance à accélérer. Donc c'est plus accidentogène, c'est plus dangereux, etc. Or, quand les gens accélèrent, ils augmentent la distance de sécurité avec la voiture qui est devant. Et donc on s'est rendu compte qu'en élargissant les rues, elles se remplissaient, mais il n'y avait pas forcément plus de voitures dans la rue. Parce que dans une rue étroite, où les gens vont rouler doucement, ils vont rouler la queue les uns derrière les autres, alors que dans une grande avenue large, ils vont mettre 20 mètres ou 30 mètres entre chaque voiture. Pour avoir le réflexe de freinage, donc à partir du moment où ils accélèrent. Donc plus ils accélèrent, moins il y a de voitures. À tel point qu'aujourd'hui, les ingénieurs des ponts en Europe raisonnent à l'envers. Ils disent pour augmenter la capacité des voiries, il faut réduire la vitesse autorisée. Alors on a des belles abacs avec des gros calculs de mathématiques, donc ils font des doctorats là-dessus, et ils arrivent à la conclusion qu'il y a une vitesse optimale qui est entre 50 et 60 km/h, où toutes les grandes rocades de périphérie, on essaie de les baisser pour atteindre ces vitesses-là, parce que c'est là en fait où on peut tasser le plus de bagnoles, où on a l'optimum. Donc le réflexe, il consiste à dire il y a trop de bouchons parce que les rues sont étroites, il faut les élargir. Surtout pas. Si on élargit les rues, c'est garanti qu'il y aura encore plus de bouchons. Mais toute l'explication va venir maintenant. Dernier point, les bouchons sont de plus en plus longs parce que la vitesse de circulation ralentit. Alors ça, c'est le sentiment que vous avez quand vous êtes piégé dans un bouchon. Vous dites, ah voilà, c'est de plus en plus long pour aller au boulot, on perd de plus en plus de temps dans les transports, la vitesse ralentit. Eh bien, toutes les mesures montrent le contraire. Et l'explication est là. En fait, c'est tout l'inverse. La vitesse des déplacements s'accélère. Pourquoi? Parce qu'on prend la mesure du point d'origine au point d'arrivée. Depuis votre point de départ à la maison jusqu'au point d'arrivée de votre travail, la vitesse moyenne a augmenté. Ah, bien entendu, dans les 10 dernières minutes en arrivant en ville, vous étiez coincé dans le bouchon. Vous étiez coincé dans le bouchon et ces 10 minutes sont insupportables. Et psychologiquement, vous ne pensez qu'à ces 10 minutes-là. Et vous dites, la vitesse baisse. Ouais. Mais les 10 minutes où vous avez été piégé dans le bouchon en arrivant en ville sont largement compensées par l'accélération de vitesse que vous avez eue avant d'arriver dans le bouchon. Et toute l'explication est là. Et on a commencé à comprendre ce qui se passait à cause d'une mesure empirique qui a été faite par un chercheur dans les années 90. Je ne vais pas vous noyer avec des chiffres et des noms, mais celui-là, je vous le dis quand même parce que ça a vraiment révolutionné toute la science en matière de transport. Ce chercheur-là s'appelle M. Zahavi. Z-A-H-A-V. Et ce M. Zahavi a ramassé toutes les statistiques de toutes les grandes villes du monde et il s'est amusé à trouver les informations pour savoir quel est le temps moyen passé par la population dans les transports dans toutes les grandes villes du monde. Et il trouve un temps constant. Le temps quotidien passé dans les transports en moyenne par la population qui travaille dans toutes les villes du monde est aux alentours d'1 heure. Des fois c'est 55 minutes, des fois c'est 1h05, mais ça tourne autour d'1 heure, c'est-à-dire en gros 30 minutes le matin, 30 minutes le soir. On dirait c'est des moyennes, hein. À Paris il y a des gens qui passent plus de temps dans les transports. Il y en a même qui passent le double. Mais ce qui est quand même bizarre, c'est qu'on trouve ce chiffre partout dans le monde. On l'a appelé la constante de Zahavi. C'est un chiffre empirique, résultant de mesure, c'est pas une élucubration théorique. Et donc on a ce chiffre empirique qui dit c'est bizarre, on a une constante, temps, qui est le temps moyen passé par les habitants dans les transports chaque jour. Et après, alors là, des centaines de chercheurs ont essayé de trouver l'explication. Alors l'explication la plus probable, c'est une explication biologique. C'est tout simplement que c'est le temps. Il nous faut un certain nombre d'heures pour dormir la nuit, un certain nombre d'heures pour travailler, un certain nombre d'heures pour se ressourcer. Et qu'en moyenne, psychologiquement, 1 heure dans les transports, c'est le temps que la majorité des gens, semble-t-il, supportent sur la planète. Et donc je reviens à mon histoire de route. Voilà le centre de l'agglomération. Le centre de l'agglomération s'étend
parce que l'agglomération attire des populations venant des petits villages alentours, parce que la population du centre se déconcentre. Et par exemple, ici, on a toutes les agglomérations sont faites pareil. On a des routes nationales là, qui arrivent dans l'agglomération en étoile. Voilà. Et puis, le long de la route d'accès à l'agglomération, on a une banlieue qui se développe. Classique, ça. Hein. Toutes les agglomérations ont ce problème-là. Hein. On pourrait faire pareil sur les autres. Puis autour de cette banlieue, s'élargit, viennent se greffer des lotissements. Voilà, ça grossit, ça grossit. Ce qui fait que la route centrale se bouche. Le matin, vous habitez là, vous travaillez là, vous me dites « Ah, c'est insupportable !» La route est bouchée parce que tout le monde est venu habiter autour de la route. Ça, c'est ce qui se passe à Vientiane tout de suite. Et donc, on appelle au secours les hommes politiques, le ministre qui dit « On va élargir la route », bien entendu. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la population s'est agglomérée. Admettons qu'ici, on a la zone majoritaire d'emploi. La population s'est agglomérée pour chercher des logements en périphérie parce qu'il y a de la place, du terrain, que les logements sont moins chers, dans la limite de, en gros, une demi-heure du centre. Loi de Zahavi. C'est-à-dire que les gens vont construire dans un périmètre qui fait à peu près une demi-heure autour du centre. Mais ils ne vont pas les construire une maison dans un périmètre ici. Parce que ici, pour aller bosser là, il faudrait 1 heure ou 1 heure et demie. Donc la tâche de l'extension de l'agglomération, ça s'arrête toute seule. À cause de cette constante biologique. Fait qu'au bout d'un certain moment, c'est tellement trop long que ça devient insupportable. Or, monsieur le maire, monsieur le ministre, monsieur le directeur de l'urbanisme a pris la décision d'élargir la route. Tout le monde est content. Parce que pour aller de là à là, avec les bouchons, on mettait une demi-heure. Maintenant que la route est élargie, on ne met plus que 15 minutes. On met un quart d'heure. C'est génial. On a élargi la route, elle est devenue plus fluide. Parfait. La première année, ça marche très bien. Mais les nouveaux habitants, qu'est-ce qu'ils disent? Eh ben, on va aller se loger plus loin, parce que la limite d'une demi-heure, maintenant, elle est ici. Et l'agglomération s'étale. En fait, chaque fois que vous élargissez la route, vous augmentez, vous donnez aux habitants un gain de vitesse, et les habitants convertissent ce gain de vitesse, ce gain de temps, en distance pour aller se loger plus loin. C'est l'explication majeure aujourd'hui de la croissance périurbaine. Donc en fait, chaque fois qu'on élargit une route pour que les choses aillent mieux, au final, à la fin, c'est pire. Voilà. Et c'est pour ça que maintenant, en Europe, on a complètement inversé les politiques, on dit qu'il ne faut surtout plus élargir les routes, surtout parce que le phénomène ne s'arrête pas. Voilà. On arrive un peu tard, parce que vous avez vu la carte Lyon-Saint-Étienne, bon en vrai, ça y est, tout est connecté. On est arrivé trop tard, à certains endroits on est arrivé trop tard. Mais on essaie de rectifier le tir, parce que cette politique ne marche pas. La loi c'est ça, c'est que chaque fois que vous donnez de la vitesse aux gens, vous élargissez une route, en fait c'est comme si vous leur donniez de la vitesse, et bien les habitants convertissent ce gain de vitesse en distance pour aller se loger plus loin. Voilà l'explication principale des aires urbaines. Est-ce que j'ai une image là-dessus? Regardez. Ça, c'est un travail de fourmi qui a été fait par l'INSEE, où chaque petit trait rouge représente un paquet de, je ne sais plus combien, 500 ou 1000 personnes qui se déplacent d'un point à l'autre pour aller bosser. Et les deux images ont 10 ans d'écart. Donc en 10 ans, on voit que les distances entre communes de résidence et communes d'emploi ont multiplié, se sont allongées. Et ça continue. Ça continue. Et donc, en fait, je reviens à la question d'avant, qui disait les bouchons sont de plus en plus longs parce que le nombre d'automobilistes augmente. Maintenant, on a compris pourquoi les bouchons continuent à augmenter alors que le nombre d'automobilistes n'augmente pas. Alors que le nombre de voitures n'augmente pas. Même là où le nombre de voitures baisse, même là où le nombre d'automobilistes baisse, les bouchons augmentent. Parce que quand vous regardez un bouchon dans la rue, ce que vous voyez, c'est pas une voiture. Ce que vous voyez, c'est pas des voitures. Ce que vous voyez, c'est les voitures multipliées par le temps. C'est des voitures multipliées par du temps. Si là, vous avez une rue qui est remplie avec des gens qui passent une demi-heure sur la route, ça va vous donner une quantité de saturation.
Si les mêmes gens, au lieu de passer une demi-heure, passaient seulement un quart d'heure sur la route, à l'instant T, vous auriez moitié moins de voitures. En fait, ce que vous voyez dans la croissance des bouchons, c'est pas la croissance du nombre de voitures, c'est la croissance du temps passé dans les voitures. Alors bien sûr, à Vientiane, on a les deux phénomènes. On a à la fois la croissance des voitures et la croissance du temps passé dans les voitures. Mais en Europe, aujourd'hui, on sait que le problème principal, c'est pas le nombre de voitures, c'est le temps qu'on passe dedans. Et pourquoi le temps passe dans les voitures? Parce qu'on augmente la vitesse, donc ce qui fait que sur un territoire donné, les gens vont de plus en plus loin pour aller se loger. Tout le monde a pigé. Un bouchon, c'est pas des voitures, c'est des voitures multipliées par des kilomètres. Et du temps. Bah, j'ai dit ce que je voulais vous dire pour l'essentiel. Là, je voudrais qu'on attaque une phase de dialogue avec des questions tous azimuts. Parce que là, j'ai brossé vraiment le... Quelles sont les dates de ces deux cas? Celle-là, c'est pas le dernier recensement, c'est les deux d'avant. Vous savez, c'est à peu près tous les 10 ans. Donc, ça, c'est 90-2000. J'ai pas le 2010. En fait, c'est pas tout à fait 90, c'est 99. Un an plus. À partir de 2010, les reconstitutions fonctionnent plus de la même façon, puisque maintenant le recensement est permanent. Il n'a pas lieu une fois tous les 10 ans. On arrive à faire des reconstitutions. Bon, juste, parce que vous avez bien défini la question, où est-ce qu'on va demain? Et puis, a priori, puisqu'il y a quand même des gens compétents pour bien penser à ça, qu'est-ce qu'on prévoit pour améliorer l'ensemble des problèmes d'urbanisme, la circulation, tout ça? Quelle est la politique d'avenir en fait? Merci. Question qu'il ne fallait pas poser. Non, où est-ce qu'on va? En Europe, les politiques publiques essayent de freiner et d'aller à un contresens de toutes ces évolutions. C'est stop à la croissance périurbaine, stop au développement de la voiture, stop à l'élargissement des routes. Ça, c'est toutes les politiques officielles et l'argent public est mis dans cette voie-là. Mais moi, j'ai dirigé pendant 10 ans le service de statistique. Malgré ça, la croissance continue dans le même sens. C'est-à-dire que les moyens mis par la puissance publique ne sont pas suffisants pour contrer le phénomène. Alors il y a en particulier une question principale que j'ai étudiée plus que les autres, qui est le problème des prix. Parce que, revenons à tout ça, le problème de fond, si les gens vont habiter là, c'est parce qu'ils ne peuvent pas acheter ici. Donc, si on cherchait une politique efficace, je dirais la politique efficace, d'ailleurs il y a un groupe de travail qui vient de se constituer depuis 1 an sur ce sujet au ministère avec plein d'agglomérations et plein de gens, c'est comment arriver à faire du logement moins cher en agglomération. Si on arrive à produire du logement moins cher en agglomération, les gens... Il y a toujours les amoureux de la nature et de la campagne, un petit lot de gens qui rentrent très loin parce qu'ils ont envie d'être avec les petits oiseaux. Mais la majorité, c'est pas ça. La majorité des familles sont pragmatiques, elles n'ont pas envie de passer 1 heure par jour dans leur bagnole. Et si elles pouvaient trouver un logement à peu près aussi grand, un peu plus près de leur emploi, ça les aurait arrangés. Donc, de mon point de vue, la solution principale, ça serait d'agir sur l'action foncière et l'action en termes de normes et d'immobilier pour pouvoir produire des logements moins chers aussi. Ce n'est pas la mesure qui est recommandée par les gouvernements. Les gouvernements disent pour résoudre le problème des voitures, on va faire des transports en commun, on va investir dans des tramways, des machins comme ça. Ça coûte une fortune et ça résout rien. Ça ne résout pas grand-chose. J'ai tendance à penser que le problème principal, ça serait d'arriver à produire du logement moins cher. Et en particulier, il y a 2 éléments qui font que le logement au centre est trop cher. Un, le terrain est trop cher. Donc le terrain, on doit pouvoir arriver à agir sur le prix des terrains si les collectivités les achètent au bon moment. Et la deuxième chose, c'est que les constructions sont trop chères, en grande partie à cause des normes. C'est-à-dire faire une construction
en agglomération, ça coûte facilement le double de faire, au mètre carré par rapport à faire une maison périphérique. Parce que là, c'est très simple, vous faites ça avec des petites entreprises, des petits artisans, il n'y a même pas besoin d'architecte. Alors que là, c'est tout de suite très complexe, des bureaux d'études, des normes techniques très complexes. Et donc, la différence de technologie fait que le prix de revient au mètre carré d'une construction en agglomération est à peu près le double d'une construction périphérique. Donc ça pèse énormément dans le budget des ménages. Le prix du simple double, quant au prix du terrain, le prix du terrain, c'est une loi exponentielle. C'est-à-dire que plus vous rapprochez de la zone dense, plus vous avez une fonction carrée. Si vous prenez le prix des terrains par rapport à la densité, vous trouvez une fonction carrée, vous trouvez une parabole. Donc là, c'est plus que du simple double, c'est carrément une fonction exponentielle. Donc je pense que c'est là le principal levier, mais ça supposerait de simplifier le système normatif de la construction. C'est pas la tendance, quoi. Ça supposerait de forcer les propriétaires de terrain à vendre moins cher leur terrain en centre-ville. C'est pas la tendance non plus. Mais je pense que c'est là que c'est efficace. On le voit un peu parce qu'il y a des agglomérations un peu plus qui voyaient un peu plus loin que les autres. Je pense à l'agglomération de Rennes en France, qui a eu une politique foncière de préemption de terrain très forte au centre de l'agglomération depuis une vingtaine d'années, et ils arrivent à sortir des logements nettement moins chers que les autres agglomérations. Bon, il n'empêche que ça ne change rien. D'un point de vue macroscopique, à Rennes, vous avez quand même la grande expansion périphérique. C'est-à-dire qu'encore une fois, les efforts faits par la collectivité pèsent un peu, mais pas suffisamment par rapport au poids général du marché des tendances lourdes. C'est toujours très difficile de demander des solutions à quelqu'un qui travaille dans la recherche. Parce que mon boulot, c'est d'observer, et surtout pas de chercher les solutions. Yeah. Now the heavy traffic is I show you rush hour. Understand about rush hour? Rush hour? Rush hour is the time they go to work and the time they get back to work. No, I don't understand. At that time is very heavy traffic. Le heavy traffic, c'est Yeah, quoi? go in, go out. Ah, le peak hours. Rush hours, sorry. Les heures de pointe, rush hours, ok. Yeah, because this is the rush hour, they make a lot big time. They have big traffic. Oui, le bouchon, c'est... Bien sûr, je suis pas un expert de ce truc-là, mais j'ai déjà vu pas mal d'études là-dessus. Quand une agglomération n'est pas saturée et qu'on mesure le trafic dans le temps, eh bien, on voit le niveau de trafic, on voit l'heure de pointe du matin et l'heure de pointe du soir. C'est une agglomération qui n'est pas très saturée. Quand l'agglomération se sature, on a toujours les heures de pointe, mais les gens ont tendance à décaler leurs horaires pour éviter les pointes. C'est-à-dire qu'on va avoir ça, par exemple. Une grande agglomération plus saturée, on aura ça. C'est-à-dire qu'on aura un niveau qui sera beaucoup plus élevé, on aura des gens qui partiront 1 heure avant, 1 heure après, donc l'effet rush hour, dans une grande agglomération saturée, il est presque continu toute la journée. Bon, il est quand même plus fort aux heures de pointe, mais on a tendance à remplir beaucoup plus la plage horaire. Alors que dans une petite agglomération peu saturée, on a des moments où il y a très peu de voitures, puis tout d'un coup on voit le pic du matin et le pic du soir. C'est la souplesse du temps de travail, l'aménagement du temps de travail fait aussi que les salariés l'intègrent dans leur... essayent d'éviter les heures de pointe. Ils sont intelligents, ils font ce qu'ils peuvent. Et donc dans les grandes agglomérations, on a les grandes artères, maintenant elles sont pratiquement bouchées tout le temps. Elles le sont encore plus aux heures de pointe, mais elles le sont quand même toute la journée, quoi. Ça devient très difficile. Est-ce qu'à la lumière de ce que vous nous avez dit, qui était très intéressant, vous pouvez nous dire 2 mots sur vos recherches à Champassac? Ah non, je ne travaille pas là-dessus à Champassac, je travaille sur l'archéologie. Je ne travaille pas du tout sur ce créneau-là, mais j'assiste aux réunions d'urbanisme, c'est pour ça que je fais le lien, on en a parlé. Parce qu'il y a des réflexes qui sont vraiment internationaux, qui consistent à dire
La route se bouge, donc il faut l'élargir. Toute ma vie, j'ai entendu ça dans tous les pays où je suis allé. C'est un réflexe de base, mais c'est un réflexe qui est un mauvais réflexe. Parce qu'on raisonne trop important. Non, je suis passé que je fais un boulot adorable sur l'archéologie, mais ça en fera une autre. Dans quelques années, on fera une conférence là-dessus. C'est comme le cas, ils ont tendance à pouvoir élargir la route aussi, tu vois ça. Eh oui, le match en passant qu'ils élargissent les routes. En zone archéologique, c'est l'archéologue qui parle. Même en zone archéologique, on élargit. Est-ce qu'il y a des exceptions, des agglomérations particulières ou c'est phénoménal? Je vous ai parlé de l'agglomération de Saint-Étienne tout à l'heure parce qu'effectivement, c'était une agglomération où on n'avait pas encore ce mouvement de gentrification dans le centre. C'est encore une agglomération qui date sur le modèle des années 60 où les riches sont dans les quartiers, les beaux quartiers d'habitants en périphérie et les pauvres au centre. Voilà. Mais c'est en train de bouger un peu, mais elle n'est pas dans le même rythme d'évolution que les autres agglomérations qui se sont renouvelées. Ça, c'est un schéma qui est mondial. La gentrification, il y a des études de chercheurs là-dessus, c'est un phénomène de tous les pays développés. Donc il y a beaucoup d'études sur l'Europe, le Canada, les États-Unis, mais ça se trouve dans tous les pays riches et développés. Dans les grandes villes artificielles, Brasilia, Je connais, je sais pas. etc. Ça, c'est l'architecte qui parle. Ils adorent les villes artificielles, les architectes. Les créations de petites villes. Non, je sais pas. Oui, parce que ce sont des villes qui ont été très surdimensionnées dès le départ pour les automobiles. Quand je vous dis, si on élargit une route, elle se bouge toujours. Non, il y a un moment donné où si vous la faites extrêmement large, il n'y aura plus assez de voitures, effectivement, elle ne se bougera pas. Si c'est totalement surdimensionné dès le départ, il est possible que vous absorbiez tout le marché, on va pas parler de langage économique. Mais c'est rarement le cas. La plupart des villes sont des tissus anciens, et il faut élargir dans des tissus anciens. Je sais qu'en Chine, il y a des créations où ils surdimensionnent l'entrée, donc c'est pas saturé, oui. Jusqu'à quand? Problème de surdimensionnement. Les transports en commun de règles. Alors, le transport en commun, d'abord, sur le plan de l'expansion périurbaine, là aussi, c'est des vulgates, on entend, il faut arrêter les voitures, développer les transports en commun pour limiter l'expansion périurbaine. Mais que vous vous déplaciez en voiture ou en transport en commun, cette loi, c'est la même. Ça ne change rien, c'est toujours du déplacement. C'est-à-dire, par exemple, ici, regardez ce que font les agglomérations aujourd'hui. Cette route-là est bouchée, qu'est-ce qu'ils disent? On va faire un tramway. Donc il y a un tramway, et puis au bout de la station terminus du tramway, il y a un parc relais. Vous connaissez ça? Parc relais où les gens gardent leur bagnole, parce que comme ça, les gens qui viennent de périphérie, de plus loin, le matin, ils laissent leur voiture dans le parc relais, et puis ils prennent le tramway pour aller en ville, comme ça ils n'encombrent pas la route qui va en ville. Voilà le raisonnement des entreprises de transport en commun. Ah, mais ça ne résout rien du tout, parce que qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'avant, les gens, ici, ils perdaient une demi-heure sur la route. Maintenant, ils vont de là à là en 10 minutes, grâce au tramway. Donc, résultat, ils vont acheter une maison encore plus loin. Et ils viennent bourrer le parc relais. Et puis, on voit que 5 ans après, le parc relais est archi plein et il faut l'agrandir. Ça change strictement rien. La loi est la même. C'est la loi du temps qu'on passe pour aller bosser. Donc, efficacité zéro. Par contre, ça, le transport en commun, oui, c'est bien pour les gens du centre. Parce que les gens qui habitent ici, eux, effectivement, comme maintenant ils voient passer le tramway, c'est autant de bagnoles en moins qu'ils ne voient pas passer. Donc ça améliore le confort des gens du centre. Mais ça ne résout rien au problème macroéconomique. Ça améliore quand même le confort de tous les gens qui étaient le route et qui avant mettaient une demi-heure et qui mettent 10 minutes. Ceux qui étaient là, oui. Mais les autres, ils vont arriver. Oui, pour moi, ça va. Pour tout cela, le transport en commun, c'est bien ça. Le transport en commun profite aux gens qui sont déjà là. Mais il ne résout rien. Au moins, tu règles le problème des personnes qui sont déjà là. Ils sont déjà là. Une demi-heure, ils mettent 10 minutes. Ouais. Mais après, c'est les autres qui vont mettre une demi-heure. Mais tu continues l'expansion périurbaine pareil. Ça ne change rien en termes d'expansion périurbaine. Ça améliore le confort de ceux qui habitent au centre.
Or, qui décide les transports en commun? Généralement, c'est le maire du centre, et il travaille pour les habitants du centre, essentiellement, c'est ses électeurs. Donc le transport en commun au centre est bon pour les habitants du centre. Mais ça ne résout rien à l'échelle de l'aire urbaine, ça, c'est clair. Et alors le principal problème des transports en commun, c'est l'économie. C'est que ça a un coût. Le coût des transports en commun est en train de se plomber d'année après année. Quand on regarde les chiffres de l'Union des transports publics sur le coût du kilomètre parcouru en tramway ou en transport, le coût est tel aujourd'hui que dans les agglomérations de France, le prix d'un transport, de chaque voyageur en transport en commun pour la puissance publique, équivaut le même que si on payait le taxi à chacun des usagers. Vous vous rendez compte, hein? Ça veut dire que le prix du ticket qui est acheté, c'est à peu près entre 10 et 20% du prix réel que coûte le transport. Alors, il y a deux raisons à ça. Une des raisons, c'est que on cherche à faire des économies dans les transports en commun, par exemple en mettant des métros automatiques pour économiser les chauffeurs, etc. On fait 2-3 économies là-dessus. Mais le gros poste qui explose dans les coûts de transport en commun, c'est les postes de sécurité. On a de plus en plus d'agents de sécurité pour lutter contre les incivilités, les vols, etc. Et ces gens-là, ils ont des salaires, il faut les payer. Et donc, dans le prix du ticket est plombé à cause des coûts de sécurité qui explosent. Et la deuxième raison, c'est qu'un transport en commun, plus vous le développez, plus vous perdez d'argent. Je m'explique. Quand vous avez une agglomération qui n'a pas de transport en commun, ou qui a juste un vieux réseau de bus, vous dites, on va investir dans un transport en commun. Vous appelez la société d'exploitation commerciale, vous faites un appel d'offres pour faire le transport en commun. Vous êtes maire de l'agglomération, ou président de l'agglomération, maire de la commune, et vous allez donner l'exploitation à qui? Celui qui fait la meilleure offre. Et celui qui fait la meilleure offre, c'est celui qui va tracer la ligne par là où il est susceptible de capter le plus de clients. Autrement dit, la première ligne qu'on construit dans une agglomération, c'est toujours la plus rentable. Parce qu'on va faire passer la ligne là où il y a le plus de marché. Celle-là, on l'amortit, elle démarre. Après, on veut développer une deuxième ligne. La deuxième, elle est forcément moins rentable que la première. Autrement, elle aurait été choisie la première fois. Et la troisième, elle est moins rentable que la deuxième, etc. Plus on développe le réseau, plus on s'attaque à des lignes de moins en moins rentables qu'il faut subventionner de plus en plus. Donc plus le réseau se développe, plus l'économie du transport se prend. Et on arrive à un niveau aujourd'hui où on est à la limite du supportable. Alors, il y a des pays qui subventionnent plus. La France se subventionne à 60-70% ses transports en commun. La Suisse est capable d'aller encore plus loin. Mais à un moment donné, on sait qu'aujourd'hui, ça coûte plus cher que de payer le taxi aux gens. Parce que l'inégalité fondamentale entre la voiture et le transport en commun, c'est que dans la voiture, vous n'avez pas besoin de payer le chauffeur. Alors que dans le transport en commun, il faut payer les chauffeurs, les gardiens, il faut payer les salaires. Ce qui plombe, c'est les salaires. Et en Europe, les salaires sont chers. Alors le transport en commun en Asie, là où les salaires sont pas chers, peut-être que c'est valable pendant un certain temps. Mais en Europe, le gros problème, c'est les charges sociales et les salaires. Quand vous prenez votre voiture, vous ne versez pas de salaire. Donc l'avenir des transports en commun est quand même très... On fait des transports en commun, mais on les porte à bout de bras, dans les endroits prioritaires, mais c'est très médiatique, très symbolique, c'est même efficace là où c'est trop encombré, trop surchargé au centre, mais de là à croire que ça devient un modèle général et généralisable, là, c'est pas évident, c'est pas du tout évident. Est-ce que c'est moins cher de faire des autoroutes à plusieurs étages que de faire Alors ça, c'est aussi une bonne question, parce que l'inégalité entre les deux, c'est qu'en plus les gens ne payent pas la même chose, c'est-à-dire la plupart du temps quand vous prenez votre voiture, vous roulez sur des routes gratuites, c'est-à-dire des routes dont les investissements ont été payés par le contribuable. Alors que quand vous prenez le transport en commun, les investissements sont intégrés dans le prix de revient du ticket. Donc forcément, il y a une inégalité entre les deux. Au total, je ne suis pas sûr que ça soit moins cher, comme tu dis. Le mode de calcul est ainsi fait. Tout le problème des externalités en économie. Madame ? Je suis content qu'on s'est passé à discuter des transports, parce qu'avant, je me demandais, il y a quand même certains pays où ils ont vraiment fait un effort pour
transports en commun qui marchaient. Mais je pense qu'il y a aussi quelque chose d'autre dans l'esprit des gens. Parce que la voiture, ça représente la liberté. On peut faire des détours, on peut s'arrêter, faire des courses. C'est ça contre les transports communs. Et La puis, voiture a des avantages comparatifs. Oui, comparatifs. Mais ici, à Vientiane, il y a une augmentation énorme de voitures. Et ça fait ça fait partie des aspirations des gens d'avoir le luxe de voitures. Puis récemment, j'ai vu quelque chose, ils veulent encourager les gens de se servir du réseau de bus qui existe. Mais beaucoup de gens n'aiment pas prendre le bus parce que le bus, c'est pour les pauvres. Dans la plupart des villes du monde, c'est pour... L'arbitrage pour la voiture est toujours gagnant jusqu'au moment où tout est trop saturé. Donc il n'y a que dans les grandes capitales comme Tokyo ou Paris où on voit des cadres supérieurs prendre les transports en commun. Dans les grandes capitales très denses, c'est vraiment infernal d'avoir une voiture aux Pays-Bas. Non, ça devient trop infernal, mais autrement... Londres aussi. Londres, ça fait longtemps qu'elle travaille. Il y a tellement d'avantages à la voiture jusqu'au moment où tout est bouché et où, au final on voit des cadres qui abandonnent leur voiture dans les grandes agglomérations. Mais est-ce que la hausse du prix du carburant ne va pas être contre Tiens, bonne question. Ça aussi, ça fait partie des vulgates de base. Est-ce que le carburant augmente? Une des raisons qui favorise l'allongement des distances et le développement de la voiture, c'est que depuis 40 ans, le prix du carburant baisse. Mais ça, vous ne le voyez pas quand vous passez à la pompe. Ouais. Le prix du carburant est en constante baisse. Et alors, comment est-ce qu'on raisonne? Si vous raisonnez en faisant le plein à la pompe, vous voyez la croissance des prix vous dites, ah ouais, le prix de l'essence augmente, parce que vous raisonnez en francs courants, enfin en euros courants, etc. Par contre, c'est pas comme ça que l'INSEE fait les mesures. On calcule, on ramène ça au SMIC. On dit quel est le nombre d'heures de travail qu'un ouvrier au SMIC doit travailler pour s'acheter un litre de carburant. Et on se rend compte que dans les années 60, un ouvrier au SMIC devait travailler une demi-heure ou 45 minutes pour s'acheter un litre de carburant. Aujourd'hui, il suffit de travailler 10 minutes, 15 minutes pour s'acheter un litre de carburant. Ce qui veut dire que ramené au pouvoir d'achat, le prix du carburant baisse. Alors ça, c'est une question fondamentale qui explique que là aussi, le